Toujours un plaisir de vous informer au sommaire de ce 4 mars. La campagne intermédiaire de cacao 2025-2026 s'ouvre avec une réduction du prix Borchamp de 60%. Plus de détails dans cette édition. Le conflit au Moyen-Orient suscite bien des interrogations au sein des populations ivoiriennes, des interrogations sur lesquelles le gouvernement se veut rassurant. Et les violences basées sur le genre sont en hausse en Côte d'Ivoire, un constat préoccupant face auquel le gouvernement s'est également exprimé. 1200 francs CFA le kilo Borchamp, tel est le nouveau prix du cacao à l'occasion de la campagne intermédiaire qui court jusqu'à août 2026. Une rétraction de 60% annoncée ce jour au cours d'une conférence de presse à laquelle Drissa Diané a assisté. Suivez son reportage commenté par Hermine Taïdi. La baisse des prix du cacao sur le marché international a donc un impact direct en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Le prix Borchamp pour la campagne intermédiaire est fixé à 1200 francs CFA le kilogramme. L'annonce a été faite ce mercredi 4 mars 2026 par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Bruno Koné, au cours d'une conférence de presse. Au Ghana voisin, pour information, le prix garanti Borchamp aux producteurs a déjà fait l'objet d'un ajustement, d'une baisse à 2079 francs CFA depuis le 12 février 2026, pour tenir compte de l'effondrement du prix sur les marchés internationaux dont je parlais tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, le système de stabilisation est resté résilient, mais l'effondrement continue du prix du cacao sur le marché international nous oblige à faire un réajustement. Ce nouveau tarif tranche avec celui de la campagne principale écoulée au cours de laquelle 1 million de tonnes avaient été achetées au prix garanti de 2800 francs CFA le kilogramme. Autre annonce, l'ouverture officielle de la campagne intermédiaire 2025-2026. Elle s'étend du 4 mars jusqu'en septembre 2026. Pour un équilibrage entre les deux pays, des campagnes et des périodes d'ouverture de ces campagnes, il a été, comme je le disais tout à l'heure, proposé d'ouvrir la campagne intermédiaire 2025-2026 au mois de mars. Nous sommes aujourd'hui précisément le 4 mars 2026. Donc la première décision que je porte à votre connaissance, arbitrée par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce matin même en Conseil des ministres. Cette première décision, c'est l'ouverture de la campagne intermédiaire 2025-2026, ce 4 mars 2026. Du côté du régulateur, la situation des ventes est jugée stabilisée. Selon le Conseil du café cacao, il n'y a plus de difficultés majeures liées au stock. Dans un contexte de forte volatilité des cours internationaux, cette nouvelle fixation du prix Borchamp marque une étape importante pour la filière cacao ivoirienne, directement indépendante des fluctuations du marché mondial. Comme je vous le disais en titre, alors que le Moyen-Orient est embrasé par un conflit, la question des Ivoiriens en Israël et en Iran se pose, tout comme celle de l'impact du dit conflit sur les commerces. Des préoccupations bien entendues par le gouvernement qui a répondu en sortie de Conseil des ministres. Écoutons. Donc, au cours de ce conseil, aborder un point de divers qui concerne essentiellement donc la situation du Moyen-Orient, situation que le Conseil suit avec attention, notamment pour deux raisons. La première, donc, c'est le fait que nous ayons des ressortissants en Iran, environ 200, et en Israël, environ 300. Et donc, nous suivons attentivement cette attention et nous aviserons donc en fonction de l'évolution de la situation. Le deuxième point concerne l'évolution
du coût du pétrole, donc en raison de cette crise du pétrole brut, une équipe de veille a été mise sur pied au niveau du ministère du Plan et du Développement, mais également au niveau du ministère donc des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, afin d'aviser, si besoin était, des ajustements nécessaires que cette situation pourrait imposer à notre pays. Également au niveau donc du ministère du Commerce, une veille est assurée afin de s'assurer surtout que certains opérateurs ne profitent de cette situation pour augmenter de façon artificielle et anticipée le coût donc des produits de grande consommation. Ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale suit particulièrement la situation de nos concitoyens à l'étranger. J'ai pu, notamment donc en Iran et en Israël, j'ai pu vous donner le point exact des citoyens qui y sont. Pour le moment, nous n'avons pas donc d'alerte particulière. Nous savons que certains de ceux qui sont en Iran ont pu rejoindre donc la Turquie, une dizaine environ. Donc c'est vous dire que si nous avons tous ces détails, c'est que nous suivons particulièrement la situation et nous aviserons donc le moment venu. Ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est toujours aux côtés de ses citoyens et chaque fois qu'il y a eu des situations, notamment la crise ukrainienne, vous avez vu donc tous les efforts que l'État a déployés. Donc nous sommes aux côtés des Ivoiriens, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Ces derniers temps, les coupures d'électricité se sont invitées dans le quotidien des Ivoiriens. Aux grandes dames de ces derniers, la question a elle aussi été abordée en sortie de Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Écoutons-le. Pour les coupures d'électricité récurrentes, sous réserve donc de la réponse que le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie apportera, je voudrais quand même rappeler que c'est pas nouveau parce que chaque fois que nous rentrons dans cette période d'harmattan, de rareté, donc de la pluie, de chaleur, on a quelques problèmes, pas en termes de production. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit suffisamment donc d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement, nos équipements donc doivent être renouvelés. Il y a un plan donc qui est mis en œuvre pour renouveler donc tout l'équipement qui permet la distribution de l'électricité, mais très souvent, comme c'est arrivé il y a quelques années avec la grave crise qu'on a connue, c'est un transformateur donc qui lâche, qui brûle, qui s'incendie, etc. Donc nous sommes dans la même période de chaleur où les mêmes problèmes reviennent. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie donc est en train de mettre tout en œuvre pour renouveler donc notre réseau de distribution de l'énergie électrique. Donc nous pensons que à l'issue de la mise en œuvre de ce plan, dans quelques années, ce problème sera derrière nous. La 49e journée internationale du droit des femmes approche à grands pas, l'occasion de faire le point sur les violences basées sur le genre dont le nombre augmente particulièrement. Eugène Saï, Zénab Goumbri. En prélude à la 49e édition de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement en faveur d'une justice accessible et équitable pour toutes les femmes. À la tribune Tout savoir sur, la conseillère technique chargée du genre, Dr Binaté Fofana Namizata, a adressé l'état des lieux des actions menées en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, avec un accent mis sur une justice plus accessible et plus inclusive pour toutes les femmes. Ce qui est important de savoir, aujourd'hui, lorsque une femme est victime de violence, elle a au moins le courage de pouvoir dénoncer. Les bureaux gens qui sont dans les commissariats et qui sont dans les gendarmeries. Et ces bureaux gens permettent aussi de recevoir, d'accueillir la survivante à l'effet d'une prise en charge holistique. Il y a des avancées. On me dira que oui, le nom n'est pas... Ne regardez pas le nom. Il faut regarder d'où nous venons. D'où nous venons. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que nous avons des femmes qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont au Sénat. Aujourd'hui, nous avons des femmes gendarmes, nous avons des femmes policiers, nous avons même des femmes préfets de police.
Si nous voulons parler de la promotion des droits des femmes, de l'autonomisation économique de la femme, mais il faut être là où on prend les décisions. Plus de 10 000 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés en 2025. Des chiffres en hausse, mais qui traduisent surtout une libération de la parole. Accueil, assistance médicale, soutien psychosocial, accompagnement juridique et réinsertion socio-économique, le dispositif se veut intégré et accessible sur tout le territoire. À Tekoubé, qu'on appelle le centre Pavios, qui est un centre qui accueille les femmes victimes de VBG, nous en avons à Korogo, à Boaké, et le tout dernier centre, c'est ce qu'on appelle ça la maison des femmes d'Adiaké, MAFA, qui a été offert gracieusement par Madame la Première Dame et qui est un centre d'accueil moderne. Aujourd'hui, toutes ces structures-là, tout ce mécanisme au niveau des plateformes de prise en charge holistique font que de plus en plus, ces violences sont dénoncées. Et donc, vous allez voir même qu'à travers les statistiques, si vous prenez l'année dernière à cette année, on va voir qu'il y a une augmentation de ces violences-là. Mais l'augmentation, il faut relativiser. On observe l'augmentation pas parce que rien n'est fait, mais c'est parce qu'aujourd'hui, une femme est capable de dénoncer les violences. Objectif affiché, garantir une justice accessible à toutes et faire de l'égalité femmes-hommes un pilier du développement inclusif de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les festivités officielles de la GIF 2026 seront célébrées le samedi 7 mars à Abobo, en présence de la Première Dame Dominique Ouattara. L'UNICEF et Save the Children vont debout pour une meilleure protection de l'enfance en Côte d'Ivoire. Les deux organisations ont signé ce mercredi à Abidjan un nouveau mémorandum d'entente pour intensifier leurs actions en faveur des enfants et des jeunes. Denis Quadio. Un nouveau mémorandum d'entente a été signé entre l'UNICEF et Save the Children. Objectif, renforcer leur réponse face aux besoins urgents de millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes à travers la Côte d'Ivoire. Malgré les efforts constants du gouvernement, les défis restent considérables. Plus de 60% de mineurs vivent en situation de pauvreté multidimensionnelle. Environ 2,3 millions d'enfants sont encore hors du système éducatif. Près de 79% des enfants de moins de 5 ans ne bénéficient pas d'une alimentation suffisamment diversifiée. Et dans les zones cacaoyères, 600 000 mineurs sont concernés par le travail des enfants. Un constat préoccupant qui justifie le renforcement de cette alliance. En renouvelant ce partenariat, l'UNICEF et Save the Children font une promesse solennelle aux enfants de Côte d'Ivoire. La promesse d'unir nos forces pour que chaque enfant, quel que soit son village ou sa condition, quelle que soit sa communauté, puisse grandir en sécurité, s'épanouir et rêver sans crainte. Aujourd'hui, nous traçons une route claire vers un avenir où chaque petite Ivoirienne et chaque petit Ivoirien aura accès pleinement à ses droits fondamentaux. Selon Akebou Sawadogo, directeur pays de Save the Children, le premier accord signé en novembre 2023 a permis des avancées significatives en matière de plaidoyer et d'influence des décisions stratégiques au niveau national. Nous avons tenu ensemble des sujets de plaidoyer ensemble et je peux notamment parler de la question de la lutte contre le mariage des enfants et la promotion de l'égalité genre, la réduction de l'impact du changement climatique sur les enfants avec l'accompagnement des structures dirigeantes de la Côte d'Ivoire sur les questions de politique climatique et aussi notre contribution commune à l'amélioration des politiques nationales en matière de protection des droits de l'enfant. Ce nouveau partenariat s'articule autour de 3 piliers majeurs. Le renforcement des systèmes de protection, notamment la lutte contre les violences basées sur le genre et le travail des enfants avec le déploiement du système numérique CPIMS+, le déploiement des systèmes communautaires pour améliorer la santé, la nutrition et la gouvernance scolaire et enfin des approches transversales intégrant la résilience climatique, l'égalité de genre et l'engagement du secteur privé.
Ce 4 mars marque la journée mondiale du tennis. Pour cette nouvelle édition, Hermine Taïdi s'est rendue sur les cours pour faire un état des lieux de l'évolution de la discipline en terre d'Eburny. Suivant son reportage. Concentration, précision, endurance. Sur le court, chaque point se construit avec méthode et détermination. En Côte d'Ivoire, le tennis continue de rassembler des passionnés de tout âge. Si la discipline a longtemps été perçue comme réservée à une minorité, elle attire aujourd'hui un public de plus en plus varié. Faute d'avoir atteint le circuit professionnel, il a choisi une autre voie, transmettre, former, encadrer et préparer les plus jeunes à saisir les opportunités d'aujourd'hui, plus nombreuses qu'hier. J'ai commencé très petit aussi, à 10 ans, donc j'ai joué beaucoup de tournois. Pour ça, je suis sorti aussi beaucoup à l'international. Donc j'ai pensé avoir duré dedans. J'ai aimé, je voulais devenir un joueur professionnel, mais ici, comme on n'a pas de grands tournois, parce que si on n'a pas de grands tournois comme ça, tu ne peux pas avoir un objectif pour dire que tu vas jouer comme Ascaraz ou bientôt. Mais je pense que les enfants, tu viens dans 5 ans, ils vont avoir la chance de faire ça parce qu'on commence à faire des grands tournois comme ça. Donc je pense que ça va aller. Donc étant coach, c'est pour donner la chance à tous ces petits qui vont venir. C'est pour ça que j'ai choisi d'être coach parce qu'il y a où il est raté, qu'il va donner au moins une chance encore à des tout petits. Mais au-delà de la formation, le tennis est aussi une affaire de passion. Une passion qui ne s'éteint pas avec les années. C'est un équilibre, une discipline qui entretient autant le corps que l'esprit. Au fil du temps, j'ai complètement laissé tomber le tennis. Et avec l'âge, le stress, j'ai voulu retaper dans la balle, comme on dit, pour pouvoir dégager le stress d'une dure journée au travail. Et puis voilà. Et Dieu merci, j'ai repris. Et ça me fait énormément de bien parce qu'effectivement, taper dans une balle après une sale journée, franchement, ça libère. Et franchement, quand je joue au tennis, j'étais vraiment bien, j'étais vraiment heureux. Entre la formation des plus jeunes et la fidélité des passionnés, le tennis ivoirien tente de consolider ses bases. À la tête de la fédération, les responsables affichent une volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la discipline, avec le développement des infrastructures, des compétitions. Le chantier est vaste, mais les ambitions sont claires. Comme je le disais, on a un plan global de développement du tennis que la nouvelle équipe a conçu 2025-2030 et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dessus pour dire qu'on a pas mal d'ambition. On a commencé avec l'Open de Côte d'Ivoire qui est la compétition phare et c'est tout un programme qui comprend les infrastructures, la formation, le financement. Nous espérons et nous pensons que si nous avons les moyens de notre politique par rapport au plan de développement établi 2025-2030, nous pensons pouvoir avoir des joueurs qui participent à des tours, au Grand Chelem, au grand tournoi du monde comme Roland Garros, Flechimundo ou bien comment on appelle l'Open d'Australie ou bien l'Open des États-Unis. D'ici 5 ans, nous pensons vraiment avoir des joueurs, pas un seul, mais au moins plusieurs joueurs qui arrivent à rentrer dans ces cercles de grands. Du rêve d'enfant au plaisir de jouer à tout âge, le tennis ivoirien construit son avenir sur plusieurs générations. En cette journée mondiale du tennis, le défi est lancé. Faire du tennis ivoirien une discipline plus forte, plus visible et capable de rivaliser au plus haut niveau. Place à notre temps de spiritualité avec la rubrique Chemin de foi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. En
ce mois de Ramadan, des millions de fidèles à travers le monde observent le jeûne. Mais au-delà de l'abstinence, ce temps sacré est aussi un puissant appel à la solidarité, partage, générosité, entraide, des valeurs qui prennent tout leur sens en cette période. Pourquoi le partage est-il si central pendant le Ramadan? Élément de réponse avec l'imam Kwanda Al-Hussein, imam adjoint de la mosquée Adja Maman Kone d'Angré, cité Geste aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme les Assar nous disent que le messager alayhi salatu salam était généreux. Mais pendant le Ramadan, il était encore plus généreux. Ça veut dire quoi? Il aidait les démunis, il aidait les pauvres, les nécessiteux. Donc quand Allah te donne, il faut que toi aussi en retour, tu puisses partager ce que Dieu t'a donné aux uns et aux autres. C'est ça aussi une des valeurs que regorge ce mois béni du Ramadan. Ce n'est pas seulement se priver de manger, de boire et tout, mais c'est aussi venir en aide aux autres, aux plus démunis. Pendant que toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'avoir beaucoup de choses, de pouvoir être à l'abri de beaucoup de choses, pense à ce qu'il y a des personnes qui vivent toute une année et ils ne savent même pas de quoi il va manger demain. Qu'est-ce qu'il va manger demain? Il n'en a pas. Mais donc le Ramadan vient pour que celui qui en a puisse se remettre en cause et se mettre à la place du pauvre et du nécessiteux. Parce que pendant la journée du Ramadan, on s'abstient de manger, n'est-ce pas? Mais ça veut dire quotidiennement, il y a des personnes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais simplement parce qu'ils n'en ont pas. Oui, parce qu'ils n'en ont pas. Donc le Ramadan vient rappeler à ceux que Dieu a facilité la vie, que de regarder dans le rétroviseur, il y a des personnes qui n'en ont pas, il faut les venir en aide, Inch'Allah. Cap à présent sur le temps de carême, 40 jours de recueillement, de conversion et de renouveau intérieur pour les chrétiens. Prières, efforts personnels, actes de charité, autant d'engagements qui préparent les fidèles à la fête de Pâques. Comment donner tout son sens à ce cheminement spirituel? Nous écoutons à présent le père Raymond Guetta, vicaire de la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé. Éduquer à la foi, la foi, comme dit l'Écriture, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, on mettra l'accent aussi sur la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. C'est très important. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous parle. Ce dimanche, justement, Jésus, il le disait en réponse au diable qui l'attaque, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plus on sera attaché à la parole de Dieu, plus notre foi grandira. Parce qu'on voit comment Dieu agit, on voit ses actions, on voit sa volonté, et cela réchauffe notre cœur, cela réveille la foi. Notre prière va suivre, parce qu'on a écouté, on est touché, alors on prie, et ça sera plus intense, plus fort. Merci à Steve Mandwadja pour ses propos. C'est ici que s'arrête, ses propos recueillis, C'est ici que s'arrête cette édition du 7 Info le soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur 7 Info et sur 7info.ci.